Bien, merci pour votre invitation. Je vais donc tenter de vous montrer qu'une politique culturelle publique brillante et coûteuse n'est pas forcément synonyme d'émancipation et indiquer en quoi une culture de proximité est indispensable pour une politique transformatrice. Depuis un demi-siècle, les principaux dirigeants français affichent leur attachement à une grande politique culturelle. Mais des réalités bien différentes se cachent derrière les affirmations. Qui peut penser, par exemple, que l'exportation de la marque Musée du Louvre il y a un problème de traduction. Ah, si on ne traduit plus. C'est bon? Bon. Donc, mais des réalités bien différentes se cachent derrière les affirmations. Qui peut penser, par exemple, que l'exportation de la marque Musée du Louvre dans un projet pharaonique à Abu Dhabi relève de la coopération culturelle, alors que ce n'est en fait qu'un porte-drapeau des intérêts impérialistes français dans les Émirats du Golfe? En fait, l'édifice public de la culture est d'année en année fragilisé en France. Il n'est pas besoin d'insister sur le fait que le capitalisme financier est devenu un des principaux canaux de production du symbolique et s'intéresse à la production culturelle pour la raison simple qu'il y a là gisement de profit. Quelles sont les marges pour faire bouger les lignes? En quoi une politique culturelle peut-elle être un moteur social? La question première est celle du sens donné par la puissance publique. Et ce sens manque cruellement. Les politiques d'austérité, évidemment, pèsent. La pression sur les crédits culturels n'est pas comparable à ce que vous connaissez, mais elle est suffisamment réelle pour provoquer pétitions et manifestations. Mais les coupes budgétaires en France sont sélectives. En dépit des difficultés financières, de très grands musées ont été bâtis ces dernières années en province. Ils connaissent l'affluence et sont inscrits par les tours opérateurs dans leur circuit. C'est en soi positif, mais le coût de ces investissements est-il présenté aux populations? Il est présenté comme une attractivité pour la venue d'investisseurs. Rarement on les présente en appui d'un développement culturel au service des citoyens. On est évidemment là très loin de la culture comme facteur d'émancipation. Si la société tout entière devait se placer sous le contrôle de la raison économique, c'est une colonisation des esprits par l'extension du langage, de la technique et de l'économie qui menacerait son humanité même. Nous vivons des temps profondément troublés par une crise telle que la définissait Gramsci, un monde où règne l'ancien, la domination sans partage d'un capitalisme globalisé où se conjuguent les régressions sociales et les atteintes gravissimes au climat et aux écosystèmes, mais un monde aussi où jamais les idées et les cultures n'ont été autant partagées,
et tout cela grâce à un bond en avant de la technologie, l'irruption du numérique, mais un moment particulier de l'histoire aussi, où s'est instaurée une incapacité à penser le présent, à inventer le futur, et où, dans un clair-obscur où le nouveau tarde à naître, comme l'indiquait Gramsci, ressurgissent des obscurantismes. C'est pourquoi la crise de la démocratie que nous traversons est une catastrophe culturelle qui empêche les citoyens de s'affranchir des logiques dominantes et conduit des populations à la désespérance. Si la culture est bien de faire accéder des êtres à l'universalité humaine, de leur permettre d'échapper à la dictature du routinier et du pulsionnel, de leur faire partager le plus fort des émotions et de l'intelligence humaine, c'est bien une priorité politique. Comment espérer une dynamique transformatrice sans une participation populaire citoyenne? La grande leçon du siècle passé est bien que toute mesure ne prend sa portée que dans l'appropriation de ceux qui en sont les co-constructeurs. À 2 reprises ces 30 dernières années, le Parti communiste français a participé à une expérience gouvernementale sans être capable et en mesure de faire que ce bond se produise dans l'opinion publique. Je n'évoque que la première expérience qui fut porteuse d'espoir puis de déception. François Mitterrand et son ministre de la Culture, Jacques Lang, ont indiscutablement, à cette époque, inscrit leur nom dans la vie artistique par de grands travaux qui ont élargi l'offre culturelle, par le prix unique du livre ou le déferlement des festivals estivaliers. Cela s'est-il traduit par des prises de conscience politiques, par une résistance plus forte aux envies de revanche des forces conservatrices, ou un élargissement des pratiques artistiques vers les milieux populaires? En aucun cas. Pire, toutes les forces qui avaient, par leur engagement, contribué au changement, en ont pâti à cette époque. Nous avons longtemps vécu avec le mythe d'une démocratisation culturelle continue, s'élargissant par la qualité des politiques menées. Les ouvrages de Pierre Bourdieu, ceux de Jacques Rancière, ont beaucoup aidé à sortir les intervenants culturels d'un entre-soi mortifère. On oublie trop souvent que la sociologie de la distinction s'est bâtie contre l'idéologie du don de la nature ou du goût naturel. Face à ceux qui pensent que la sensibilité culturelle ou esthétique est une chose innée, ou en tout cas inéluctable, la théorie de la légitimité culturelle s'est efforcée de montrer qu'il existe une correspondance statistique entre la hiérarchie des arts ou des genres et la hiérarchie sociale et scolaire des consommateurs et des publics. Ce fut évidemment ces démonstrations d'une aide précieuse pour penser une politique de rupture. Lorsque Jacques Rancière pose l'urgence d'une autre manière de concevoir le développement culturel, en misant sur les intelligences et les capacités de chacun à ses propres instruments de jugement critique et à se forger les outils de son propre cheminement, il renforce les bases théoriques d'une éducation populaire de notre temps. Une politique de la culture différente de celle menée jusqu'alors est-elle encore envisageable en France? Un ministère de la culture est-il encore nécessaire pour l'animer?
sans aucun doute. Toute démarche réellement transformatrice a besoin d'ambition en ce domaine. Une politique culturelle progressiste n'a d'impact que par sa transversalité et le rôle majeur qu'elle peut insuffler dans un dispositif gouvernemental dans son ensemble. Je ne détaille pas les axes d'une politique neuve. Des acquis anciens, c'est certain, sont à défendre. 2 exemples. Les négociations commerciales internationales mobilisent en France les secteurs de la création. Le cinéma français n'a été sauvé que par des mécanismes échappant aux règles du marché telles que l'Europe libérale les entend. L'éducation culturelle et artistique, une nouvelle fois, est oubliée. Elle est pourtant capitale. Elle est le vecteur donnant aux enseignants une part de sensibilité et d'imaginaire complémentaires à leurs acquis disciplinaires, et elle ouvre aux élèves un dialogue inédit avec les artistes. Des expériences se mènent, le courage est démultiplié. Mais je veux surtout insister, pour finir, sur la nécessité d'une grande politique d'éducation populaire qui, je le crois, est indispensable pour des prises de conscience et une réflexion du plus grand nombre sur les enjeux de notre temps. L'éducation populaire a une histoire. Elle fut en France un rêve au moment du Front populaire. Au lendemain de la guerre, des militants culturels s'engagèrent avec passion sur ce terrain. Des organisations trop structurées et verticales ont trop vite ossifié cet élan, et les artistes ont souffert souvent des fossés qui se creusaient avec le monde de la création. C'est, en tout cas pour une politique qui veut associer le plus grand nombre possible de citoyens, un défi de bâtir une éducation populaire qui, d'une part, ne fait pas l'impasse sur l'art, respecte les chemins de la création. Une éducation populaire qui rompt avec une conception étriquée de la culture, comme l'a si bien dit notre premier orateur, et qui, d'autre part, s'efforce d'adosser ses approches de l'art à une démarche où le médiateur, par des mots, des images, des sons et des envies du citoyen, pour susciter sa curiosité, lui donner de la fierté sur ce qu'il produit et du goût à s'approprier le travail créatif des autres. C'est pour l'artiste et le médiateur culturel assumer la tension positive et incontournable entre un acte artistique, une œuvre qui peut heurter, diviser parce qu'elle questionne, c'est la force de l'art, et la réflexion collective qui permet un partage du sensible et ouvre un processus d'émancipation. Où et avec qui enclencher un tel processus? Mon expérience m'a convaincu du potentiel important partout en Europe, en France, mais aussi dans d'autres pays et ici chez vous, d'équipes artistiques, d'opérateurs culturels qui, sans labels gouvernementaux, sans reconnaissance médiatique, inventent une politique d'éducation populaire moderne. L'essor de ces projets repose sur la confiance publique qui leur sera apportée, que vous leur apporterez. Le fond commun de ces expériences est leur originalité, la permanence d'actes artistiques cherchant à ouvrir des pistes insuffisamment explorées. En règle générale, le choix de ces expériences est d'offrir une diversité d'approches, de jouer sur le croisement entre disciplines, de faire cohabiter
sans tomber dans les confusions. Le travail artistique et les activités sociales ou associatives, de mêler amateurs et professionnels et d'écouter, dialoguer dans un but d'appropriation du travail produit. Je pense profondément que ces parcours me semblent, pour une gauche transformatrice, aller à l'essentiel des défis d'aujourd'hui.